On va ouvrir ce journal par l'audience que Félix Tshisekedi a accordée hier à la Cité de l'Union africaine à l'envoyé spécial des Nations Unies pour la paix dans la région des Grands Lacs, Wang Zia. La sécurité en RDC avec en toile de fond, l'agression du Rwanda était au centre de cet échange. Le gouvernement congolais a activé le mécanisme conjoint de vérification après la fusillade de ce matin à la Petite Barrière, le poste frontalier entre la RDC et le Rwanda qui aurait fait mort d'hommes. Mais à Bunagana, l'on apprend que l'armée poursuit son offensive à Kabindi et à Cheguerero depuis ce matin. Et nouvelle audience ce vendredi dans le procès. François Beya, l'ancien conseiller de Félix Tshisekedi, est accusé de complot contre la vie ou la personne du chef de l'État. La haute cour militaire devra se prononcer sur sa compétence. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Quelle que soit la gravité de la situation, il faut dialoguer. C'est le message de l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, marquée par la tension entre la RDC et le Rwanda. C'est dans un contexte des violences, des attaques à répétition de la RDC dans la partie est du territoire national par le M23 soutenu par le Rwanda que l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Grand Lac Wang Zia a rencontré ce jeudi 16 juin 2022 le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pour le haut fonctionnaire onusien qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC Bintou Keïta, c'est une situation inquiétante qui interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. C'était l'occasion pour moi d'écouter le président Tshisekedi avec un objectif très très clair, comment la communauté internationale, y compris les Nations Unies, pourra renforcer notre effort pour faire prévaloir le dialogue, la diplomatie. Notre analyse, c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Et donc, il y a le sommet tripartite qui aura lieu à Luanda. Il y a le processus de Nairobi qui attend un troisième conclave du côté des Nations Unies. Toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces processus. Wang Zia a indiqué que le président de la République est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a conclu l'envoyé spécial des Nations Unies. Et je le disais dans le sommaire, les FARDC intensifient l'offensive pour la reprise de la cité frontalière de Bunagana occupée par les Rwandais. Les combats sont rudes à Kabindi et à Cheguerero depuis ce matin, mais un petit incident à la frontière dite Petite Barrière du district de Rubavu a failli donner une autre tournure aux choses. Un échange de tirs a occasionné la mort des éléments de force de l'ordre de deux côtés de la frontière. Le gouvernement a annoncé activer le mécanisme conjoint de vérification pour faire la lumière sur cet incident. Et au sujet de cette agression rwandaise, la presse congolaise est appelée à suivre une ligne directrice pour ne pas tomber dans la manipulation de la population. Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, les médias et les acteurs politico-sociaux justement doivent jouer un rôle capital en favorisant l'unité nationale durant cette période marquée par le conflit congolo-rwandais. Jenny Kayembe. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication recommande de traiter et de diffuser les informations relatives aux conflits intercommunautaires et aux guerres dans l'est du pays avec professionnalisme en privilégiant tout ce qui est susceptible de promouvoir la cohésion et l'unité nationale.
de s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'Est du pays. Aux professionnels des médias de respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires régissant la profession ainsi que les règles d'éthique et de déontologie journalistique, d'éviter de relayer tout discours ou déclaration divers de propagande contre les institutions légalement établies et contre l'intégrité du territoire national. Aux acteurs politiques et sociaux d'éviter tout discours susceptible d'aggraver les conflits intercommunautaires, de démoraliser et de démobiliser l'armée, de s'interdire de porter atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État et aux secrets de la défense nationale, d'éviter tout discours ou incitation divers de propagande contre les institutions légalement établies et contre l'intégrité du territoire. La présente recommandation est de stricte application sous peine des sanctions conformément aux textes légaux et réglementaires, notamment l'embargo, la suspension, l'interdiction ou le retrait des fréquences. C'est la seconde audience dans l'affaire François Béat à la prison centrale de Makala, accusé par la haute cour militaire de complot contre la vie du président de la République. Ses avocats ont plaidé non coupable. La cour se prononce ce vendredi si, oui ou non, elle est compétente à juger l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Jean-David Kilolo. L'ancien conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi, François Béat, sera une fois de plus à la barre ce vendredi. Aussi devant le juge de la haute cour militaire sont appelés le colonel David Sikapa Guy Vanda, le brigadier Tonton Toadi Sekele, le commissaire supérieur principal Lili Tambwe Maoua et le lieutenant-colonel Pierre Kalenga. Ils sont accusés d'avoir participé à un complot en vue d'atteinte contre la personne du président de la République. Ce procès avait débuté le 3 juin en chambre foraine. L'audience de ce vendredi sera à huis clos, comme d'ailleurs les prochaines. À la précédente séance, la défense de François Béat avait récusé la haute cour militaire congolaise. Elle avait d'ailleurs appelé à se déclarer incompétente pour les juger, étant donné que l'ancien conseiller de Félix Tshisekedi est un civil. La Cour se prononcera ce vendredi sur cette requête. François Béat a été arrêté le 5 février par l'Agence nationale des renseignements. Il n'a été transféré à la prison de Makala que 2 mois plus tard. Sa demande de libération provisoire a été rejetée. Et dans l'actualité également, la famille politique de l'ancien président de la République a donné sa position au lendemain de l'invalidation de 5 députés, dont principalement ceux du FCC par une commission spéciale temporaire chargée de statuer sur les cas des députés absentéistes à la Chambre basse du Parlement. Le FCC condamne la décision qu'il juge injuste et irrégulière d'invalidation de ces députés. À en croire Raymond Chibanda, le FCC usera de toutes les voies possibles pour obtenir le rétablissement de ces députés. Le FCC dénonce par ailleurs une énième violation de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et 7e échange citoyen à l'inspection générale des finances. Pour cette fois, ce sont les acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption qui ont été édifiés par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueté, sur les méfaits de la corruption dans le système économique de la RDC. Plusieurs acteurs de la société civile présents ont promis leur accompagnement à l'IGF. Jean-David Kilolo. Dans le cadre de sa stratégie de faire approprier à l'ensemble des Congolais la lutte contre les antivaleurs déclenchée par le président Félix Tshisekedi, l'IGF s'est réuni avec une organisation de la société civile congolaise ayant dans ses attributions la lutte contre la corruption. Nous avions trouvé qu'il était important de nous entretenir avec les grands acteurs qui animent la société civile congolaise impliquée dans la lutte contre la corruption pour que nous puissions créer un cadre de concertation pour mutualiser nos efforts afin de repousser ces fléaux. Objectif, créer un cadre de concertation et de mutualisation des efforts pour contrer la prédation dans
la gestion publique. Les acteurs actifs de la société civile qui militent contre la corruption à RDC ont adhéré à l'initiative de mettre en place ce cadre permanent entre les deux structures. Nous estimons que c'est en fait la réponse à la demande qui a toujours été celle des organisations de la société civile. L'IGF a ouvert ses portes à tous les concitoyens parce qu'un franc dépensé par l'État congolais doit être contrôlé. Le travail de l'IGF doit être appuyé par des textes clairs et des textes qui puissent permettre à ce que chaque citoyen dans ce pays comprenne que la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics constitue une endémie que nous devons à tout prix combattre. Tout bien considéré, cette démarche de collaboration est l'une des recommandations de la Convention des Nations Unies en la matière, afin de promouvoir des valeurs en créant des conditions de croissance bénéfiques pour les populations. Et 317 jeunes Haut-Katangais ont été transférés à Kanyamaka CC dans le cadre de la lutte contre l'insécurité par l'encadrement des jeunes désœuvrés. Ces jeunes suivront une formation avant d'intégrer le service national. Ils ont été identifiés grâce à la collaboration entre la police et le service national. Plus de 300 jeunes désœuvrés, communément appelés Chégué, arrêtés par la police nationale congolaise, ont été présentés au commandant du service national. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kamfoua Kimimba, a remis un échantillon de 4 bandits urbains au commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Et l'embarquement peut donc commencer. Une caravane motorisée de persuasion a sillonné les principales acteurs de la ville avant de prendre la direction de l'aéroport international de la Loano. Ils ont été transférés vers Kanyamaka CC pour leur rééducation et leur réinsertion. C'est que nous continuerons toujours avec ces opérations d'éradiquer ces phénomènes qui commençaient à prendre l'ampleur de plus en plus dans les grandes villes de la République, où les jeunes gens s'adonnaient à la criminalité, à la violence, au point qu'ils mettaient à mal l'autorité de l'État sur l'ensemble. Formalité d'usage effectuée, c'est à bord de cet avion affrété que ces jeunes se sont envolés pour Kanyamaka CC via la ville de Mbujimaï pour leur éducation à la citoyenneté afin d'être utiles à la nation. D'autres provinces sont concernées par cette opération. Quand ils ont appris qu'il y avait une opération qui se faisait ici à Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, ils ont fui. On nous signale que plusieurs sont partis à Kolwezi. Mais à Kolwezi, c'est toujours ici au Congo. Nous allons organiser encore une traque. Nous allons les poursuivre à Kolwezi, à Fungurume, à Tenke, à Kakanda, partout. Nous allons le ramasser. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik poursuit avec son bâton de commandement pour l'encadrement de la jeunesse. Et en sport, à Istanbul, depuis dimanche, les Léopards Basketball intensifient la préparation en prélude de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se jouera en 2023. Ces fauves congolais risquent d'arrêter tôt avec leur préparation puisqu'ils sont sous menace de déguerpissement de leur hôtel pour insolvabilité des frais. Christian Boukaya. Ils traversent un moment difficile alors qu'ils sont censés se concentrer au travail pour bien défendre les couleurs nationales à la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui débute le 1er juillet en Égypte. Depuis ce matin, les fauves congolais sont sous menace du déguerpissement parce que le gouvernement congolais n'a pas réglé ses factures chez Clarion Hôtel. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore reçu le moindre paiement au niveau de notre compte bancaire domicilié à la Robanque. De ce fait, nous savons aujourd'hui, après une semaine de préparation, nous devons nous acquitter au moins d'un acompte ou bien de la totalité du paiement du stage afin de pouvoir continuer. Et vu que cela n'a pas encore été le cas, le prestataire de service nous met une certaine pression et nous met un deadline afin de pouvoir nous acquitter de notre consommation que nous avons déjà fait pour la première semaine. À Istanbul, depuis samedi dernier, les Léopards de la RDC comptaient y rester jusqu'au 28 juin pour bien aiguiser les fers afin de faire bonne figure au pays des pharaons. Mais avec cette situation ardue, ils sont obligés de tout arrêter alors qu'ils sont sur une bonne voie pour qualifier la RDC à sa première Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la même situation comme nous l'avons eu pour la fenêtre précédente où l'argent arrive toujours a posteriori. Malheureusement, aujourd'hui, nos caisses, nous n'avons rien dans les caisses car vous savez bien que le basketball au congolais est encore au niveau amateur.
Aujourd'hui, le président est en train de se réunir avec les autres membres de la fédération sur place afin de trouver une solution pour pallier au problème que nous avons ici de payer avant 15 heures. Sous la houlette de Thomas Truot, les Léopards apprennent de nouvelles tactico-techniques combinées avec un peu de physique. Ajoutez à cela des séances de pick and roll, l'organisation de la défense-attaque. Bref, un travail de construction de l'équipe. Classé deuxième du groupe A, lors de la première fenêtre à Dakar, les Léopards de la RDC veulent rester sur cet élan avant d'aller chercher leur billet qualificatif lors de la dernière fenêtre à Tunis. Et le coup d'envoi de la 57e Coupe du Congo de football version masculine sera donné ce dimanche au stade des Martyrs à Kinshasa par 3 belles explications. La compétition se déroulera au stade des Martyrs et au terrain Oudjana du 19 au 27 juin 2022. Chez les dames, les hostilités ont été lancées hier. Christian Bokaya. Pour son entrée en lice, le cercle sportif féminin Bikira, finaliste de la dernière édition, a confirmé sa suprématie hier face au FCF Espoir de Kassangoulou en lui infligeant un score lourd de 15-0, une véritable démonstration des forces du CSF Bikira. En seconde explication, le tenant du titre a laminé le Daring Club Motema Pembe du Haut-Katanga sur la note de 4-0. Un début de compétition réussi pour le joueuse de Raphaël Mossi. On a abordé la première mi-temps, c'était 1-0. On a essayé un peu de rectifier, un peu, changer le discours. C'est là où nous avons marqué 3 buts, 4-0. C'était un début du championnat national. Je crois bien que l'essentiel a été fait. Toutes ces deux rencontres se sont jouées sous le regard admiratif de Paulin Iloua Babanga, commissaire général en charge des sports de la ville de Kinshasa. C'est ce que je suis en train de voir ici, je ne m'entendais pas de ça. Et en tout cas, je suis très content de la façon dont nos filles sont en train de se battre pour se confirmer. En tout cas, je manque même des mots. Présente lors du go de cette 13e édition, Olive Kiloa, présidente de la Ligue nationale de football féminin, a lancé un message de soutien aux autorités de la RDC pour essayer de booster les choses dans son secteur. On est là, on attend encore quelques équipes qui ne sont pas encore là, mais on a commencé avec ceux-là qui sont présentes dans l'espoir que d'ici demain, toutes les équipes seront là. Sinon, ça s'annonce bien, la fête a bien commencé et on continue, on va bien terminer. Débuté le 15 juin à Kinshasa, les rideaux de cette édition seront tirés le 26. Le club qui va soulever le sacre représentera la RDC au championnat d'Afrique prochain. Et on termine par cette page noire, la grande famille de l'espace 50, les amis ainsi que les connaissances ont rendu un dernier hommage à Bernard Tomba, père biologique de Mike Tomba, le directeur de programme de Télé 50. Bernard Tomba est décédé le 8 juin 2022 à l'âge de 84 ans. Il laisse derrière lui un bel héritage de 9 enfants, 20 petits-fils et 5 arrière-petits-fils. Crispin Chibunkoufa nous montre ici ce qu'a été les funérailles. Né le 25 février 1938, Bernard Tomba Boutouli était originaire du secteur de Nongo, territoire de Mokotou, dans l'actuelle province de Chouapa. Bernard Tomba était gradué en administration et a longtemps assumé les fonctions de directeur au parquet des grandes instances de sa province. Pour lui rendre les derniers hommages, la famille, les amis et connaissances se sont retrouvés à l'hôpital des cinquantenaires ce jeudi 16 juin 2022. Une présence remarquable de la grande famille de l'espace 50 avec à sa tête Jean-Marie Kassamba, directeur général, qui a déposé une gerbe de fleurs pour honorer le père biologique de Mike Tomba, directeur des programmes à Télé 50. Là où il y a la paix. D'autres personnalités présentes ont fait de même dans une ambiance de consternation. Papa Bernard était un homme de paix. Il aimait beaucoup la paix et il était un conciliateur. Il aimait réconcilier les gens. Papa Bernard avait pour passion servir Dieu. Voilà, en quelques lignes, en quelques mots, ce qu'a été la biographie. Des témoignages, Bernard Tomba était un homme de paix, très charismatique, réconciliateur et doté d'une probité morale irréprochable. Cérémonie terminée, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière Selembambou, où il repose pour l'éternité. Bernard Tomba laisse un grand héritage,
9 enfants, 20 petits-fils et 5 arrière-petits-fils. Que son âme repose en paix. Place au rappel des titres à présent. Félix Tshisekedi a accordé hier à la Cité de l'Union africaine une audience à l'envoyé spécial des Nations Unies pour la paix dans la région des Grands Lacs, Wang Zia. La situation sécuritaire en RDC avec en toile de fond l'agression du Rwanda était au centre de cet échange. Et le gouvernement congolais a activé le mécanisme conjoint de vérification après la fusillade de ce matin à la Petite Barrière, le poste frontalier entre la RDC et le Rwanda qui aurait fait mort d'hommes. Mais à Bunagana, l'on apprend que l'armée poursuit son offensive à Kabini et à Tchenguerero depuis ce matin. Nouvelle audience ce vendredi dans le procès. François Béa, l'ancien conseiller de Félix Tshisekedi, est accusé de complot contre la vie ou la personne du chef de l'État. La haute cour militaire devra se prononcer sur sa compétence. Restez avec moi pour la revue de presse. Johnny Kayembe est en train de préparer son entrée de l'autre côté pour me rejoindre à la présentation de cette revue de presse. Bonjour Johnny Kayembe, tout en noir. Bonjour Gaëtan Koubabondi, bonjour à tous et merci. À la une de votre revue de presse, agression rwandaise, Kinshasa durcit le temps. Oui, trop c'est trop, les langages et à la fermeté du côté congolais, rapporte EcoNews RDC.com. Le Conseil supérieur de la défense a, au cours d'une réunion présidée par le chef d'Ilita, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, formulé une demande au gouvernement central, notamment la suspension de tous les protocoles d'accord et conventions conclues avec Kigali. Outre cette demande, il a aussi exigé le retrait immédiat de troupes rwandaises sous l'étiquette M23 sur les sols congolais. Réagissant à ces sujets, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Martin Fayoulou, repris par EcoNews.com dans un autre article, estime qu'il est temps de répondre à l'appel contenu dans l'hymne national, notamment, je cite, « Dressant nos fronts longtemps courbés », le président national des LCD a formulé plusieurs demandes à cette occasion, entre autres les départs immédiats et sans délai de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Rwanda, RDC, qu'est-ce qui se cache derrière les tensions? Sainte-Rose, EcoNews, RDC.com qui a relayé l'article des BBC, d'après le professeur Jean Kamba-Ibouacha, repris par ce média en ligne. L'affaire date d'il y a longtemps, mais en résumé, Kamba-Ibouacha estime que le nœud du problème, c'est les découpages des frontières, la question des Congolais rwandophones, l'implication présumée des ressortissants rwandais dans le M23, à lire dans ces journaux. Et pour finir, Gaëtan Koubabourandi, nombreux analystes s'interrogent sur le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. À ces sujets, EcoNewsRDC.com dans un autre article rapporte que l'Union européenne préfère jouer la neutralité et refuse de se prononcer à cette question. Pourtant, Kinshasa affirme détenir des preuves. Et au Sénégal, on parle des tensions préélectorales grandissantes. Effectivement, c'est dû à l'interdiction par le pouvoir en place d'une marche de l'opposition qui exige le report des élections législatives. Question de permettre aux parties prenantes de dialoguer pour se mettre d'accord sur certains points interdites, mais l'opposition l'a maintenu, rapporte information tv5monde.com, alors que le gouvernement parle des menaces de troubles à l'ordre public et de la violation du code électoral et de son article L61 qui proscrit toute propagande déguisée dans le 30 jours précédents. L'opposition affirme plutôt que cette mesure n'a aucune base illégale, poursuit ces sites. D'après ce média français, c'est l'invalidation par le Conseil constitutionnel d'une liste des candidats de l'opposition dans laquelle figurait la principale figure de l'opposition, Ousmane Sonko, qui a déclenché les hostilités. Pourtant, ce pays fait déjà face à l'insécurité et à une tragédie qui a coûté la vie de plus de 10 bébés dans un incident d'un hôpital de Tivaouane et les limogeages du ministre de la Santé publique par le président Macky Sall. Et suite à cet incident malheureux, et pour clore, Tribune de Genève rappelle que le gouvernement avait, lors de la dernière manifestation de l'opposition sénégalaise, annoncé l'arrestation des rebelles
rebelles infiltrés dans la marche de l'opposition, bien sûr. Une affirmation qui avait été démentie par Ousmane Sonko. Merci Jenny Kaimé pour cette lecture. Merci à vous autant. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu.